de tout le comité d'organisation du colloque qui est de nouveau là présent ici à Aix. Il y a Anne Gagnebien, Frédéric Sussfeld, David Francfort, Thibaut Albertini, moi, Andrea est à Louvain également. Donc, on vous souhaite tous la bienvenue pour cette deuxième journée du colloque qui est véritablement une journée scientifique. Au programme ce matin, nous avons la conférence de Kerji Flottum. Il y a Héros et Héros, la construction de rôles narratifs dans quelques genres de discours portant sur le changement climatique. Je laisserai Andrea discuter avec notre intervenante. Puis, en fait, ensuite, nous partons directement sur des ateliers. Alors, je rappelle qu'en fait, nous avons été très agréablement surpris. Nous avons reçu énormément de communications. Et du coup, nous avons organisé des ateliers en parallèle. Nous avons au total plus de 43 communications qui vont être présentées lors de ce colloque, conférence scientifique. J'en profite pour encore remercier tout le conseil scientifique qui a évalué en double aveugle toutes les communications qui vont être, parfois en triple aveugle même, toutes les communications scientifiques qui seront présentées aujourd'hui. Et donc ce matin, nous avons deux ateliers. Nous avons à 10h un atelier en anglais, Unknown and Shadow Heroes, que donc nous animerons entre Andrea et moi, et puis un atelier en parallèle, un B, multiculturalité et héros, qui sera animé donc par Anne Gagnebien et Frédéric Sussfeld. Et donc suivront, on n'a pas de pause parce que le programme était très dense, donc je vous conseille de vous organiser comme vous pouvez. Donc on a immédiatement suivi par un deuxième atelier qui donc 1h30, sachant que chaque communication dure à peu près 20 minutes pour laisser 10 minutes, un temps de 10 minutes aux questions. Donc le deuxième atelier, la deuxième session d'atelier, ça sera sur #videos and heroes, et puis atelier héros et ethos pour cette matinée. Cet après-midi, nous aurons encore deux autres ateliers. Nous aurons une table ronde avec Valérie Martin, qui est en fait la responsable communication de l'ADEME, on la représentera, avec Gilda Bonnel, qui est donc présidente de l'agence CIDIES et présidente de la commission RSE de l'association des agences conseils en communication. Et puis donc Maria Ana Ventura, qui est donc la fondatrice de DON pour toute l'Amérique latine. Et cette table ronde sera animée par Anna Carolina Lins-Pellis, qui fait partie du GER et qui a très gentiment accepté d'animer cette table ronde. Et en toute fin de journée, c'est un peu mystérieux, mais c'est Solange Tremblay en fait qui va vous parler d'une grande déclaration qu'elle lance et dont elle profite du colloque pour véritablement lancer à une échelle mondiale en fait cette déclaration qui porte sur la communication responsable. J'en dis pas plus, c'est du teasing, c'est pour que vous soyez tous là ce soir. Voilà, écoutez, je crois que j'ai pris assez de temps. Je ne vais surtout pas manger du temps de Madame Flottum. Donc, je laisse la parole à Andrea pour présenter la conférence introductive au colloque scientifique. Thank you very much. I would just say some words in English as for English-speaking people who are here. So welcome to you all. Don't hesitate to ask questions in English also in the conversation on your right, and of course there will be English speaking sessions today, so it will be English is the other official language of this meeting, so don't hesitate. Now there is the presentation by Professor Kirsti Flottum, who is from the University of Bergen in Norway. It will be in French, but as I said, you don't hesitate to ask questions in English. Donc bonjour tout le monde, moi c'est Andrea Catellani de l'Université catholique de Louvain. Effectivement, j'ai le plaisir maintenant d'introduire donc la professeure Kirsti Flottum et son intervention. Le titre a déjà été rappelé, vous le trouvez aussi sur le site du GER. Là, il y a un onglet programme, donc si vous descendez à la partie concernant aujourd'hui, à la page 26, vous trouvez une présentation donc de Kirsti Flottum. Donc je dirais qu'elle est vraiment une personne qui a un rôle important, je dirais, dans la recherche dans le domaine linguistique sur les thèmes du changement climatique, quelqu'un dirait plutôt de la crise climatique.
du chaos climatique. Hier, c'était Thierry Libart qui disait qu'il faut évidemment faire attention aux mots qu'on utilise. Donc, elle est professeure de français, de littérature, de linguistique française au département des langues étrangères à l'Université de Bergen. Elle a eu de nombreuses charges institutionnelles. Elle a été à l'origine, elle a été protagoniste de plusieurs projets de recherche internationaux, par exemple LingClim, et vous trouvez des références aussi pour voir de quoi il s'agit dans la présentation qui se trouve donc dans le programme. Elle se focalise sur l'analyse du texte, des genres, des structures narratives, de la polyphonie, donc la polyphonie discursive, la dimension lexicale, et moi je la connais notamment pour ses études, vraiment des références dans ce domaine concernant le changement climatique, ses contributions en anglais et en français, par exemple dans le dernier numéro sur la communication environnementale de la revue MOTS, M-O-T-S, où il y a donc un numéro sur les thèmes qui nous intéressent et où il y a une contribution d'elle et de nombreux autres. Donc, j'ai vraiment le plaisir de lui passer la parole, de la remercier pour avoir trouvé le temps de participer à notre conférence. Voilà, merci beaucoup. Le mot est à toi, Kirsti. Merci. Merci bien, Andrea, et merci de cette belle introduction. Et bonjour à tout le monde. Et merci beaucoup aussi de l'invitation à donner une conférence à ce bon colloque. C'est vraiment un plaisir et un grand honneur de parler devant vous. Et je dois dire que j'ai pu suivre aussi quelques points du programme hier. Pas tout, mais le tout était très intéressant et pertinent. Alors, la question principale de ce colloque est comment parler d'environnement. Et je dois dire tout d'abord que je considère le changement climatique comme partie intégrante de la notion plus large de l'environnement. Et c'est dans le contexte du changement climatique que je vais parler du héros dans différents contextes. Et je préciserai aussi que je vais avant tout parler de héros comme étant ou voulant être le brave acteur et non pas du héros comme le porte-parole ou messager. Je vais encadrer cette étude du héros dans une perspective narrative où ce héros peut être entouré de d'autres acteurs, comme par exemple de vilains et de victimes. J'y reviendrai bien sûr plus en détail, mais d'abord une petite introduction au contexte où cette recherche a été entreprise. Et après cette introduction, je présenterai notre hypothèse de structure narrative des discours climatiques qui, dans une troisième partie, sera accompagnée d'abord par des analyses faites de discours politiques et ensuite, dans une quatrième partie, par des analyses de discours produits par des individus non experts. Et je finirai par une brève discussion. Alors, d'abord, quand on regarde de telles images, on peut se demander si le langage a un rôle à jouer dans un monde qui subit de plus en plus des conséquences dramatiques des changements climatiques. Cependant, la communication autour de toutes les questions qui se posent par rapport à ces défis devient de plus en plus importante. Et pour représenter ces phénomènes complexes, on a bien besoin du langage et aussi des analyses du langage utilisé. Voilà des raisons de l'intérêt pour la problématique concernant la communication de ce défi global, avec des conséquences se manifestant dans la plupart des cas au niveau local. En outre, le changement climatique est en effet passé d'un phénomène principalement géophysique à un phénomène beaucoup plus complexe, social, politique, économique, éthique, culturel et communicationnel, et où ces perspectives se mélangent souvent. Et on voit bien ce mélange de perspectives concernant les effets géophysiques avec la politique dans la citation suivante de la première ministre de la Norvège, Erna Solberg, qui dit « Nous n'avons pas fait bouger la marche de la banquise, elle a bougé elle-même. » La première ministre a fait ces remarques suite à des critiques contre la décision de la part du gouvernement de retracer la ligne qui sépare la mer de la banquise. Elle voulait ainsi contrer l'impression qu'il s'agissait d'une mesure politique pour ouvrir la zone à l'exploration pétrolière, en soulignant que le processus était naturel
et donc non pas influencés par les possibilités économiques de l'Arctique. Je ne vais plus aller dans les détails, mais je peux vous dire que c'est un grand débat qui continue en Norvège. Puis, dans cette image, on a 3 personnages, tous plus ou moins connus, qui s'expriment sur le phénomène du climat, ou plutôt sur le fait qu'il faut faire quelque chose. Mais est-ce que ce sont des héros ou simplement des héros messagers? À mon avis, c'est une question fort intéressante, mais que je vais laisser ici et peut-être on pourrait y revenir pendant la discussion. Pour situer un tant soit peu la recherche que je vais présenter, je voudrais dire quelques mots sur le groupe de recherche que je dirige à l'Université de Bergen, le groupe LINCLIM. Et voici les membres principaux du groupe, beaucoup de jeunes chercheurs enthousiastes de différentes disciplines. Nous savons que le langage utilisé joue un rôle essentiel dans la conceptualisation et le cadrage du discours portant sur le réchauffement de notre planète, la transition énergétique et le mode de vie. Et ce défi communicationnel a été le point de départ des recherches entreprises dans notre groupe. Alors, LINCLIM, c'est une abréviation du titre « Représentation linguistique du discours portant sur le changement climatique » et leurs interprétations individuelles et collectives. Notre question de recherche principale a porté sur le rôle du langage dans le débat portant sur le climat, et cela dans une collaboration pluridisciplinaire où nous, les linguistes, collaborons avec des chercheurs de climat, politique, médias, littérature, psychologie et informatique. Nos matériaux sont de différents types, scientifiques, politiques, médias et enquêtes. Et le cadre théorique est assez large, comportant la polyphonie, le dialogisme et la narrativité. Et nous nous sommes servis de différentes méthodes, quantitatives, automatiques, qualitatives et aussi des enquêtes. Alors, notre objectif a toujours été de développer une contribution innovatrice et nécessaire à la base de connaissances sur laquelle se fondent les décisions et actions politiques et sociétales portant sur le climat. Nous observons qu'il y a une multitude de différents discours et de voix portant sur le climat, qui créent, reproduisent et mettent en question diverses représentations du monde. Il s'agit de ce que nous savons appeler des histoires au récit climatique, qui se situent à différents niveaux, global, national, local et individuel. Et nous avons fait des analyses d'une série de textes différents, scientifiques, politiques et journalistiques, médiatiques, représentant différents acteurs, mais aussi des textes construits par des individus non experts, tout contenant des opinions et intérêts liés à la question du climat. Alors, il y a récit et récit. De l'histoire racontée par la grand-mère à ses petits-enfants, via des romans et récits littéraires, des films, jusqu'aux rapports traitant des questions scientifiques. Voilà le point de départ de notre hypothèse narrative. Nous savons que le phénomène climatique se manifeste à travers des genres multiples. Ces manifestations textuelles peuvent être basées sur des connaissances provenant des sciences naturelles ou sociales ou d'expériences personnelles et influencées par divers points de vue politiques, idéologiques et personnels. Elles sont souvent des hybrides de voix scientifiques, politiques et autres, où des genres différents sont mêlés. À travers nos études de différents types de textes, nous avons pu proposer une hypothèse selon laquelle ces textes peuvent être considérés comme faisant partie de ce qu'on pourrait appeler récits climatiques. Et par ce terme, je réfère à des textes qui présentent le changement climatique comme un type de problème ou complication, avec des propositions d'action. Et notre objectif a été d'étudier dans quelle mesure la structure classique du récit pourra constituer un cadre pertinent pour arriver à une meilleure compréhension des textes en question. Nos sources principales théoriques ont été d'abord les nombreux travaux réalisés sur le récit et la séquence narrative par Jean-Michel Adam, qui propose une structure de 5 composantes: situation initiale, complication, réaction, résolution et situation finale. En addition, il peut aussi y avoir une composante morale ou évaluative.
En second lieu, une inspiration essentielle a été un groupe de chercheurs américains qui a développé le Narrative Policy Framework. Et eux, ils présentent le récit comme assez similaire de la structure d'Adam, c'est-à-dire avec une situation initiale, une intrigue, une morale correspondant à la situation en question. Et ce qui a été particulièrement important pour nous, c'est leur hypothèse de différents caractères ou rôles narratifs, à savoir le héros, le vilain et là où les victimes. Avant de continuer, je dois dire que le terme de vilain est peut-être un peu fort pour ce qu'on observe dans nos matériaux. Il s'agit plutôt d'un acteur ou une force qui s'oppose d'une manière ou d'une autre à un bienfaiteur ou à une action ou à des actions. Mais tout dépend de la situation, bien entendu. Et avant de passer à des exemples authentiques, je voudrais vous montrer un exemple d'un récit climatique construit pour des raisons illustratives. Voilà. Alors, on a une situation initiale. Les êtres humains vivaient en harmonie avec la nature, une complication. Depuis les années 1900, les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté dramatiquement et ont causé des changements climatiques alarmants. Avec une réaction, les Nations Unies organisent des sommets pour discuter des actions contre le changement climatique. Avec une résolution au sommet international de Paris en décembre 2015, 195 pays ont adopté le premier accord international du climat. Et une situation finale, le changement climatique constitue toujours une menace sérieuse pour notre planète et ceux qui y ont contribué le moins sont ceux qui sont les plus vulnérables aux conséquences. Alors, pour qu'un texte soit caractérisé comme un tel récit, les 5 composantes ne sont pas toutes obligatoires. Le cœur est constitué par les composantes du milieu, la complication étant indispensable. Nous proposons que pour le récit climatique, la complication est typiquement le changement climatique même. Cependant, cette complication peut être développée et détournée en de nouvelles complications, de nouvelles histoires, par exemple portant sur des questions économiques, politiques, sociales ou autres. En ce qui concerne les composantes 1, 3 et 4, elles peuvent être réalisées à différents degrés selon la situation. Et la composante 5, situation finale, peut être présente, par exemple, dans des descriptions portant sur le futur, comment le monde risque d'évoluer si on entreprend telle ou telle action ou si on ne fait rien. Alors, il va de soi que les récits climatiques ne sont pas identiques aux récits classiques, comme par exemple les contes de fées du monde fictionnel, mais il y a pourtant certaines caractéristiques similaires, dont la présence d'une intrigue, c'est-à-dire que les récits climatiques racontent un type de complication qui est suivi par des actions ou événements qui auront lieu afin d'obtenir des effets particuliers. Un autre trait est la présence d'agents, que ce soit un ou plusieurs héros, des vilains ou victimes. Voilà qu'on revient à la problématique du héros. Et selon nos recherches, leur héros, c'est un rôle qui se construit à l'intérieur du discours, donc souvent correspondant à la notion d'éthos discursif, et dans la plupart des cas, entouré par d'autres rôles, comme on va le voir. Alors, dans notre exemple construit, on voit des traces de certains rôles, dont avant tout les Nations Unies comme le héros, responsable de la réaction et comme initiateur des sommets COP, dont celui de Paris, considéré comme un grand succès. Plus implicitement, il y a aussi des vilains, à savoir nous, les êtres humains, et nos activités directement ou indirectement responsables de la complication représentée par les émissions des gaz à effet de serre. Enfin, les victimes sont aussi implicitement présentes dans la situation finale, à savoir notre planète, les générations futures et avant tout les pays et populations particulièrement touchés. Voilà que le héros se construit dans un contexte entouré par les deux autres rôles. Et je passerai maintenant à quelques analyses de textes authentiques.
Alors, ici, nous allons voir dans quelle mesure l'hypothèse de la narrativisation des textes climatiques pourra être exemplifiée. Dans la mesure où cette approche s'avère fructueuse, nous aurons un outil valable pour la comparaison de beaucoup d'exemples de discours climatiques. Une telle comparaison semble pertinente afin de contribuer à une meilleure compréhension du débat qui se développe. Comme support empirique, j'ai choisi les textes que vous voyez ici. Ce sont des textes diffusés au niveau international, donc rédigés en anglais. Le premier, c'est le chapitre d'introduction du rapport du Human Development Report, qui vient du programme des Nations Unies pour le développement. Et l'autre, c'est le chapitre d'introduction aussi du rapport World Development Report, tous les deux que je vais abréger en HDR et WDR respectivement. Alors, ces rapports traitent tous les deux du changement climatique en présentant une description de la situation et en offrant des conseils politiques. Leur point de départ commun est la reconnaissance du fait que ceux qui ont contribué le moins au changement sont aussi ceux qui sont les plus vulnérables aux conséquences. Ce qui, dans une perspective narrative, peut être interprété comme la situation initiale et une évaluation, et en même temps une désignation de rôle narratif, à savoir les pays riches comme des vilains et les pays pauvres comme des victimes, comme on le voit dans ces deux citations. Rich nations and their citizens account for the overwhelming bulk of the greenhouse gases locked in the Earth's atmosphere, but poor countries and their citizens will pay the highest price for climate change. Et l'autre, high-income countries can and must reduce their carbon footprints. Mais dans ces textes, y a-t-il des héros? À première vue, ce n'est pas évident. On va regarder d'autres extraits et aussi, étant donné le cadrage contextuel et institutionnel des deux rapports, dans lequel je ne pourrai pas entrer ici, mais on peut supposer que leur histoire sera à certains égards différente. Il s'avère que les deux textes se focalisent sur les causes du changement climatique dans la situation initiale de leur exposé, mais ils diffèrent dans leur façon de développer le reste du schéma narratif. Le texte HDR semble porter plus d'attention à la composante de la complication et à l'évaluation, tandis que le focus principal du texte WDR est la composante réaction. Cette différence peut s'expliquer, du moins dans une certaine mesure, par leur interprétation différente des faits présentés qui, à leur tour, aboutissent à des récits différents. Pour le texte du HDR, la lutte contre le changement climatique fait partie d'un combat pour l'humanité. Le focus principal de ce rapport semble donc être la responsabilité morale. Les pauvres dans le monde entier, ainsi que les générations futures, sont directement concernées. Comme on le voit dans cette citation, in today's world, it's the poor who are bearing the brunt of climate change. Tomorrow, it will be the humanity as a whole that faces the risks that come with global warming. The battle against dangerous climate change is part of the fight for humanity. En contraste, avec ce rapport-là, le rapport de la Banque mondiale se focalise plus sur la dimension réaction que sur la complication. Et le message de ce rapport est centré sur la nécessité d'encourager et même d'imposer la croissance économique afin de réduire la pauvreté et ainsi mieux s'adapter au changement climatique. Ils disent, par exemple, economic growth is necessary to reduce poverty and is at the heart of the increasing resilience to climate change in poor countries. Dans ce texte, le changement climatique est dans une certaine mesure présenté comme le vilain, dans une perspective narrative, puisque ce phénomène menaçant qui devient très cher, selon le rapport, pourra entraver la croissance économique. Le texte incite le monde à être climate smart et à chercher des solutions sans que la vie habituelle soit trop affectée. Alors, pour continuer la discussion d'un héros possible, au fur et à mesure de l'analyse du texte, ce sont en effet les deux organisations responsables des rapports qui se construisent comme des héros. Le texte HDR construit un héros qui s'engage dans le combat contre les conséquences climatiques pour sauver l'humanité, comme le grand sauveur,
Et ensuite, le texte WDR construit un héros qui s'engage aussi comme un sauveur, mais dans une perspective de croissance économique. Et dans un sens, on peut dire que les organisations en question se présentent comme héros de leur propre récit. Et c'est là, je pense, un phénomène qui est causé par le genre de texte dont il s'agit. Et on va y revenir par la suite. Mais d'abord, un autre exemple où on voit le même phénomène. C'est le genre des papiers blancs qui sont des documents normalement publiés par le gouvernement comme une proposition de mesure dans un domaine spécifique et adopté par le Parlement. Ces deux rapports, papier blanc norvégien, ont été proposés en même temps par le même gouvernement. L'un traite de la politique climatique et l'autre traite de la politique du Grand Nord, l'Arctique. Et les résultats principaux de l'analyse narrative de ces deux documents se résument en termes brefs comme suit. D'abord, il s'agit de deux récits bien différents. Le rapport de la politique climatique considère les changements climatiques comme une complication majeure, proposant des mesures importantes pour les atténuer, mais reconnaît aussi le développement de l'industrie pétrolière. De son côté, le rapport du Grand Nord considère aussi le climat comme une complication majeure, mais l'envisage principalement comme une grande possibilité de croissance économique et de prospérité. La raison en est que la fonte des glaces arctiques laisse entrevoir la possibilité de l'ouverture des passages du nord-ouest et du nord-est entre l'Atlantique et l'Asie. Route beaucoup plus courte, bien sûr, que Suez ou Panama. Et elles offriraient donc des possibilités commerciales et industrielles notables, tout en permettant l'exploitation de gisements de pétrole. Exploitation et production de pétrole étant bien sûr des menaces pour l'atténuation des changements climatiques. Voilà le grand problème. Et sans entrer plus dans les détails de la situation en Norvège, souvent caractérisée comme un grand paradoxe, il y a aussi la question de savoir quel impact pourra avoir sur l'opinion publique ces deux récits norvégiens, l'un en conflit avec l'autre. Alors, on va retourner à la question de rôle narratif. C'est que ce genre de papier blanc laisse le gouvernement se construire comme héros de ses propres récits, notamment par des affirmations comme les suivantes. C'est pas nécessaire de tout lire, mais dans le premier, il s'agit donc où il y a un accent sur la crédibilité de la Norvège, ainsi que sur son rôle dit important pour aboutir à un accord international assez ambitieux. Là, il s'agit aussi de l'ambition de la Norvège de vouloir être dirigeante dans les grandes questions et de la durabilité environnementale. En même temps qu'on souligne que les nouvelles ressources pétrolières vont assurer la sécurité énergétique de l'Europe et même au niveau global. C'est une construction discursivement nette qui crée un grand héros. Alors, pour mentionner encore un exemple où le genre semble déterminer la place des rôles narratifs. Cet exemple, je le prends du 5e rapport général de GIEC et de leur résumé à l'intention des décideurs et qui contient des messages très clairs et qui depuis ont été encore renforcés par des rapports spéciaux venant du GIEC. Ici, on voit qu'ils disent on détecte l'influence des activités humaines dans le réchauffement de l'atmosphère et de l'océan, dans les changements du cycle global de l'eau, dans le recul des neiges et des glaces, etc. Et puis, plus bas, il est extrêmement probable que l'influence de l'homme est la cause principale du réchauffement observé depuis le milieu du XXe siècle. C'est un texte qui, en termes narratifs, se concentre sur la complication de la structure classique, c'est-à-dire sur les causes et conséquences réelles et possibles des changements climatiques.
c'est pour les décideurs à qui est destiné ce rapport, c'est à eux de déterminer quelle sera la réaction en forme de différentes initiatives. Alors, dans la mesure où on peut parler de rôle narratif dans ce texte, c'est la nature qui semble être la victime, tandis que les êtres humains et la société consommatrice sont les vilains. Cependant, ici, il n'y a pas de héros, ce qui ne doit pas surprendre, étant donné que le GIEC n'est pas un organe politique, mais un groupe international qui a pour mission d'évaluer sans parti pris, de façon méthodique, claire et objective, les informations d'ordre scientifique qui nous sont nécessaires pour mieux comprendre les risques liés au réchauffement climatique. Bon, maintenant, en tant que petit sommaire provisoire, je pense pouvoir dire que la perspective narrative fonctionne comme outil d'analyse de textes portant sur le climat, notamment dans la comparaison des différents genres. Et dans le sillage de ces observations, le genre discursif semble contribuer de manière décisive à créer différents types de héros ou de l'omettre. Comme on l'a vu dans le dernier exemple du GIEC, texte avant tout scientifique, il n'y a pas de place pour des héros. Dans ce cas-là, ce sont les vilains et ou les victimes qui sont présents. Alors, les matériaux empiriques dont j'ai parlé jusqu'ici sont tirés d'analyses qu'on a fait surtout pendant la première moitié des années 2010. Et je passerai maintenant à un exemple d'étude sur lequel on a travaillé surtout dans la seconde moitié des années 2010 et jusqu'à maintenant. Et il s'agira d'un tout autre genre, des réponses formulées par des participants dans des enquêtes nationales. Alors, pour expliquer un peu, il y a donc eu une nouvelle orientation pour notre groupe vers un plus grand intérêt pour des opinions et attitudes des citoyens non experts. Cela aussi parce que notre ambition n'a pas été seulement de faire des analyses des représentations linguistiques du discours climatique, mais aussi d'étudier leurs interprétations individuelles et collectives. Et nous avons donc pu faire ce tournant nouveau à travers la collaboration de l'infrastructure scientifique en sciences sociales et politiques située à l'Université de Bergen, c'est-à-dire le panel de citoyens de la Norvège. Et notre méthode a été, dans une large mesure, de poser des questions ouvertes qui nous fournissent des données beaucoup plus riches que les réponses des questions fermées. Des questions abordant différents aspects des changements climatiques, causes, solutions, modes de vie et autres. Il est vrai que les questions fermées, avec des alternatives de réponse étant préétablies, sont les plus utilisées dans les questionnaires. Une raison en est qu'elles facilitent le traitement des résultats d'une enquête. Mais, d'un autre côté, une question fermée peut être une simplification réductrice de la problématique. En contraste, les questions ouvertes permettent de recueillir des avis de façon détaillée. Elles peuvent stimuler l'intérêt du répondant pour le questionnaire en lui donnant le sentiment qu'on s'intéresse à lui ou à elle et surtout qu'il peut s'exprimer librement. Les réponses obtenues sont variées, évidemment, longues ou courtes, et nécessitent donc un travail de traitement relativement vaste. On n'entrera pas dans les détails, mais pour en savoir plus, je vais vous renvoyer à différentes publications dans les manches suivantes. Je ne vais pas tout commenter, mais juste celui qui est marqué en bleu là, c'est un article de 2019 que je voudrais mentionner ici parce qu'on y a pu faire une collaboration qui nous a permis de comparer des données françaises et norvégiennes par une collaboration avec les Sciences Po à Paris et qui nous a donné des résultats intéressants. Mais alors, pour passer aux analyses de discours produits par des individus non experts.
Les données dont je vais parler ici ont leur origine de matériaux d'une enquête nationale faite au printemps cette année 2020 par le PCN. Et la question qu'on a posée est directement liée à un tout nouveau projet financé par le Conseil de recherche de la Norvège sous le titre CrimLife, où on s'intéresse aux motivations des gens pour changer leur mode de vie dans un sens environnemental. Et la question ouverte a été formulée, comme vous le voyez, et avec la dernière partie en français. Selon vous, qu'est-ce que cela veut dire de vivre de manière respectueuse du climat? On a eu 1149 réponses et un total de plus de 20 000 mots. Et la variation a ici aussi été grande, allant des réponses de 1 à 2005 mots. Alors, en termes narratifs, on parle ici de mini-récits, où en effet la complication de la structure narrative est donnée par la question, à savoir le besoin d'adopter son mode de vie au changement climatique, et où les réponses nous donnent donc la réaction de manière plus ou moins explicite. Mais je vais concentrer mes commentaires ici sur le rôle narratif que les Norvégiens attribuent à eux-mêmes dans les réponses, avec un intérêt particulier pour le héros. Et il s'agit donc d'un type de discours particulier, et je ne sais pas si on peut le qualifier comme un genre, ce discours d'enquête. C'est peut-être à discuter. Et ici, il faut souligner aussi que c'est la formulation de la question qui est importante. C'est une question ouverte, mais aussi une question qui s'adresse directement à l'individu. Et je voudrais ajouter que cette étude précise, c'est une étude que j'ai faite en étroite collaboration avec mon beau collègue Eivind Gjerstad. Alors, étant donné la nature de la question, on pourra s'attendre à une dominance de héros individuels. Cependant, on va étudier dans quelle mesure il y a aussi des vilains et des victimes. Les exemples qu'on a sélectionnés, ce sont des exemples d'un Norvégien spontané, non parfait, qui sont traduits en français par conséquent non parfait non plus. Et cela parce qu'il faut garder le style du répondant dans la mesure du possible. Alors, on va voir des exemples. Alors, dans ces premiers exemples, je devrais vivre de manière plus modeste qu'avant, acheter moins de vêtements et de chaussures, faire le tri, moins utiliser la voiture. Je marche à pied ou prends le transport en commun dans la plupart des cas. Alors, ici, on voit les subtilités qui peuvent se construire à l'aide du pronom de la première personne du singulier, je. Le répondant se construit d'abord comme un vilain du passé, aussi bien que du présent, et comme un héros futur potentiel. Dans la première phrase, il ou elle se présente comme un vilain du passé et du présent, ayant eu un mode de vie pas suffisamment modeste. Cependant, par la forme modale de vrai, il y a un présupposé d'un potentiel comportement positif. Ensuite, la dernière phrase termine le mini-récit en construisant le répondant plus clairement comme un héros du présent. Je marche à pied. Alors, dans l'exemple suivant, l'exemple 2, on voit une nuance différente, où le référent du pronom je n'a pas de rôle apparent au présent, mais semble être un futur héros potentiel. Voyager de la manière la plus possible respectueuse du climat, prendre le train, voiture, bus électrique, faire le tri des ordures, réutiliser des produits, voilà des choses que je peux faire. Alors, en ce qui concerne l'emploi du pronom de la première personne, généralement, les répondants sont souvent nuancés en combinant les rôles du passé, du présent et du futur dans le même énoncé. Un répondant peut donc se caractériser de différentes manières. Et bien qu'il y ait ces différentes manières de se présenter, nous avons observé que la majorité des pronoms de la première personne au singulier se combinent avec l'image d'un héros. Étant donné qu'il y a un emploi assez important aussi de la première personne du pluriel, nous,
Nous en avons considéré quelques exemples. Et ce pronom peut, comme vous le savez bien, référer à différents groupes d'individus ou de collectivités. La référence peut être plus ou moins vague et donc souvent difficile à déterminer sans des points de repère dans le texte ou le contexte. Alors, on va voir des exemples avec cette variation référentielle, d'abord dans les exemples 3 et 4, où nous semble référer à l'humanité en 3 et à la famille ou à la maison du répondant en 4. 3 d'abord, je suis sceptique en ce qui concerne les affirmations que font les experts sur le changement climatique. Je pense que seulement une petite partie peut être attribuée au comportement des êtres humains. Je pense que nous avons peu de capacités pour changer le climat. L'environnement, c'est une autre question. Et puis 4, nous n'avons pas de voiture, étant donné que nous habitons en ville et pas loin des autres. Alors, nous pouvons dire, je pense que nous, l'humanité, jouons un rôle assez neutre en 3, tandis que nous, la famille, prend un rôle de héros en 4. On pourrait peut-être aussi ajouter que la dernière interprétation est affaiblie parce que l'absence d'une voiture semble être motivée par l'absence d'un besoin et non pas par une préoccupation du climat. Alors, comme pour le pronom du singulier, les rôles attribués au pronom nous du pluriel sont bien nuancés aussi. Et voici donc un dernier exemple en 5. Modérer nous-mêmes en termes de consommation dans le sens le plus grand. Le répondant postule un besoin de modération, ce qui présuppose des excès du passé et du présent. Il y a donc une sorte de dualité dans la construction du rôle narratif ici, où nous-mêmes incluent un vilain du passé et du présent, aussi bien qu'un futur héros potentiel. Alors, pour résumer un tant soit peu, nous avons observé dans nos données que les neurogiens semblent penser à la consommation et à la transportation comme les facteurs les plus importants dans un mode de vie respectueux du climat. Et deuxièmement, que ces mini-récits sont dominés par le pronom de la première personne du singulier dans le rôle du héros et par le pronom de la première personne du pluriel dans le rôle assez souvent du vilain. Alors, quand les répondants se caractérisent comme faisant partie d'une collectivité, ils prennent souvent le rôle de vilain, tandis que quand ils se présentent comme des individus, ils se mettent souvent en scène plus positivement. Étant donné la formulation de la question et le contexte de mode de vie individuel, il n'y a pas de place naturelle pour des victimes ici. Voilà encore un argument pour postuler le lien entre le genre de discours et le rôle narratif. Voilà, j'arrive à la discussion. Alors, en renvoyant aux analyses présentées, j'espère avoir montré que la perspective narrative peut être utile pour la caractérisation et l'interprétation de textes portant sur le climat, parmi beaucoup d'autres perspectives, bien entendu. Cependant, il faudrait entreprendre plus d'études sur des textes appartenant à différents genres pour voir dans quelle mesure la narrativisation en constitue un trait unificateur. Selon la perspective que je propose, les récits climatiques se caractérisent par une mise en intrigue dans la mesure où ils racontent une complication avec différents types d'agents et qui peuvent prendre ou être attribués à différents rôles. Cette complication peut être suivie par une série d'événements ou d'actions, ou plus souvent par des recommandations d'action ou d'inaction, qui auront lieu ou devront avoir lieu afin d'atteindre des effets particuliers ou une situation finale satisfaisante. En plus de la structure et la construction du récit, il y a les rôles narratifs qui se manifestent de différentes manières et qui contribuent de manière importante à la compréhension des opinions et messages exprimés. Exprimés par les différents acteurs, que ce soit une organisation, un gouvernement ou un individu. Nous avons vu qu'il y a héros-héros, mais aussi que les rôles de vilains et de victimes peuvent être importants dans différents genres. Pour les genres politiques, il est intéressant de voir comment ils mènent à un rôle de héros cohérent et à une représentation nettement positive des auteurs. Cela en contraste avec le genre de mini-récits,
où les répondants se présentent dans la plupart des cas comme des héros, mais aussi dans une variation avec le rôle de vilain. En somme, je pense pouvoir garder mon postulat que le genre discursif contribue de manière importante à créer différents types de héros. Enfin, l'analyse narrative peut sembler particulièrement pertinente pour des études comparatives et en conséquence apparaître comme un outil pour mieux comprendre le débat et les différentes voix s'exprimant sur le climat. Cependant, cette analyse narrative n'est qu'un cadre. Pour comprendre ce qui est réellement dit, il faudra passer du niveau macro du texte au niveau micro et entreprendre des analyses approfondies de faits linguistiques précis, comme on a tenté de le faire par les extraits contenant des pronoms personnels, tirés des mini-récits formulés librement par les répondants de l'enquête en question. Mais il y a beaucoup d'autres phénomènes à côté des pronoms qui semblent pertinents pour le discours climatique. Surtout peut-être les expressions épistémiques et aussi déontiques, des connecteurs, les choix lexicaux, les métaphores, discours rapportés et encore d'autres. Mais à mon avis, le discours climatique se prête tout naturellement aux analyses polyphoniques, aux études de la pluralité des voix qui sont introduites au niveau macro par les différents acteurs et décideurs, mais surtout au niveau micro par les différentes voix à l'intérieur d'un récit ou même à l'intérieur d'un énoncé. Pour en prendre un dernier exemple avec une négation polémique qui signale une présence de deux voix au point de vue, un exemple pris parmi les réponses de Lacan dont je viens de parler, qui dit « Ce n'est pas respectueux de l'environnement d'avoir un véhicule électrique si tu en as 3 ». Il y a souvent de telles structures polyphoniques plus ou moins complexes dans les récits narratifs où il y a une rencontre de voix représentant des récits au point de vue différents. Dans cet extrait, la négation réfute un point de vue sous-jacent selon lequel il est respectueux de l'environnement d'avoir un véhicule électrique. Cependant, le contexte pourra indiquer une interprétation plus générale, à savoir qu'un mode de vie respectueux de l'environnement implique moins de consommation et non pas seulement une sorte de greenwashing du niveau actuel de la consommation. En ce sens, la phrase avec la négation pourrait être généralisée comme une confrontation de deux réactions en concurrence. Cette illustration devait montrer que même des réponses de mini-récits contenant seulement la composante réaction de la structure narrative peuvent cacher ou manifester implicitement une complexité narrative en forme de structure polyphonique sous-jacente. Là, c'était juste un petit exemple afin de montrer la pertinence de la polyphonie linguistique dans une interprétation plus approfondie des récits narratifs. Toujours est-il que les propriétés linguistiques semblent refléter la nature multifacetée et controversée du discours climatique. Et pour toutes les questions concernant les voix et les rôles qui leur sont attribués, le récit semble constituer un cadre discursif pertinent. Voilà à peu près ce que je voulais dire. Et pour finir, si cela vous intéresse, je renvoie à un documentaire que nous avons fait, un film de 30 minutes et qui résume et montre bien des activités dans le groupe LinkedIn. L'accès y est facile, ouvert. Vous pouvez juste écrire sur Google le titre Talking about Climate et il apparaît. Et puis en plus de nos différents articles publiés que vous trouverez sur notre site, on a aussi fait sortir un livre collectif, Role of Language in the Climate Change Debate. Et voici des références que vous trouverez aussi sur notre site. Alors, il ne me reste que de vous dire merci de m'avoir écouté. Et maintenant, je pense qu'on a un peu de temps pour des commentaires et questions. Merci. Ben, merci beaucoup, Kersti. Effectivement, oui, c'était vraiment intéressant et merci d'avoir présenté ces résultats et ces réflexions.
et ces cadres d'analyse, ces cadres méthodologiques. Hein, donc, il y a un intérêt vraiment dans la présentation de cela et de la bibliographie. Moi, j'ai le plaisir de commencer maintenant en collaboration avec Schirsti dans le cadre d'un projet financé par une institution qui s'appelle JPI Climate sur l'analyse des obstacles à l'engagement contre le changement climatique et notamment en faveur de l'atténuation du changement climatique. Donc, j'espère profiter de cette expertise en analyse du discours et analyse narrative. Je remarque, ce sera une petite introduction à la discussion, qui est dans la logique donc de la comparaison entre genres différents, c'est certainement possible de faire un parallèle avec le discours corporate, donc les discours des entreprises concernant leur engagement, leur responsabilité, c'est ce qu'on appelle la responsabilité sociale ou sociétale d'entreprise, CSR. Un autre genre qui, d'un point de vue rhétorique, peut être défini de rhétorique épidictique, de louange, d'auto-louange, où justement l'entreprise est le héros au final. L'entreprise se met en scène comme héros de façon même plus explicite, selon ce que j'avais observé dans certaines recherches il y a quelques années, qui est dans le cadre du discours politique. Donc là, c'est vraiment explicite et direct. Autre remarque, c'est intéressant de voir aussi le parallèle possible avec le modèle narratif de la sémiotique narrative de Greimas et de l'école donc dite école de Paris, hein, où autre que l'opposant, comme il l'appelle, donc le vilain ou opposant au méchant, l'opposant en tout cas, le héros, il y a l'objet des valeurs, et puis il y a aussi le destinateur, qui me semble un rôle important dans ce cadre, le destinateur en tant que source des valeurs, source des programmes d'action, donc source qui indique ce qu'il faut accomplir. Donc c'est vrai que c'est intéressant de voir si un modèle narratif différent pourrait apporter d'autres résultats. Voilà, je n'ai pas vraiment des questions très précises en ces moments, il y en aurait beaucoup sur plein d'aspects, mais je voulais laisser la parole aux questions. Voilà, donc je vois dans la conversation qu'il y a une question de Madame Vivien Loveria. Je vous invite à la poser rapidement. Bonjour, vous m'entendez? Oui, oui. S'il vous plaît. En fait, j'étais très intéressé justement par l'idée de polyphonie quand vous avez parlé des différentes voix à l'intérieur d'un même récit. Et je me demandais si vous aviez relevé des conflits, en fait. Je pensais des conflits entre les acteurs, mais des conflits à l'intérieur d'un même récit, en fait, quand vous parlez de polyphonie. Et est-ce que si vous avez repéré donc des familles de conflits, quel type de résolution on peut trouver dans ces textes, en fait? Je me demandais, voilà. Merci pour cette intervention vraiment intéressante. Et je rejoins Andrea aussi parce que j'utilise aussi les approches de la narrativité grémassienne, et c'est vrai que j'ai beaucoup pensé au destinateur et à tout ce qui est évaluation notamment. Merci. Merci beaucoup de cette question. Oui, on a relevé beaucoup de conflits qui s'expriment par différents types de polyphonie à l'intérieur des mêmes récits. Alors, pour les solutions, mais par exemple, dans la politique, il n'y a pas encore de solution entre ceux qui voulaient, pour le dire en termes très brefs, arrêter tout ce qui concerne la production de pétrole en Norvège, par exemple, d'un côté, et tous les autres ou tous les autres, ou beaucoup d'autres qui pensent qu'il faudrait continuer quand même selon une certaine période, parce que, et là l'argumentation est que le monde a besoin d'énergie. Alors, le problème est le problème c'est, du moins, un des problèmes, c'est que ceux qui sont dans la production de pétrole en Norvège, ils présentent leur pétrole comme plus propre, plus vert que les autres pétroles. Alors ça, c'est le mythe, disons, de la production pétrolière en Norvège. Bon, là, c'est toujours un grand débat. Donc, il n'y a pas une solution définitive. Maintenant, on commence à parler de alors combien d'années est-ce qu'on devrait continuer la production de pétrole, et puis ça baisse. On a parlé de 2050 et il y en a qui parlent de 2040.
Donc, on va voir. Bon, évidemment, dans les récits politiques, il y a beaucoup de tels conflits, mais on voit aussi des conflits à l'intérieur des réponses d'enquête qu'on a eues. Par exemple, quand il s'agit de... On avait eu en 2018-19 une question portant sur le rôle de l'individu dans le travail, dans le combat pour atténuer les conséquences des changements climatiques. Et là, il y a souvent ce type de réponse. Oui, on voudrait tous contribuer, mais qu'est-ce que ça peut faire si moi, petit individu fait quelque chose par rapport à la grande problématique des questions globales. Alors, oui, je voudrais bien. Autre type de question est aussi, oui, je voudrais bien, mais je ne sais pas exactement quoi faire. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'aura pas plus de conseils, plus de recommandations des autorités, des politiciens, etc. Donc, il y a différents petits conflits comme ça dans beaucoup des réponses qu'on a eues dans les enquêtes. Et puis, il y a le conflit entre, comme une sorte d'excuse presque, oui, la Norvège, c'est un petit pays, alors qu'est-ce que ça peut faire si nous, on entreprend des mesures importantes ici, quand la Chine, les États-Unis, etc., ne font pas ce qui serait nécessaire. Donc, différents types de conflits. Et qui continuent, donc la discussion continue dans les différents forums publics, bien sûr. Merci bien. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou remarques concernant cette intervention. Non, il y a Céline qui souhaitait poser une question. Céline Cholet. Oui, Céline, s'il te plaît. Oui. Merci beaucoup pour cette présentation qui m'a énormément intéressée. Et à un moment donné, vous parliez justement de faire plus d'études comparatives. Et je me demandais si, dans les textes, si j'ai bien compris, c'est beaucoup de rapports qui ont été étudiés, si vous aviez aussi travaillé sur des corpus de vulgarisation scientifique. Parce que je me demandais, au-delà d'agir, est-ce que sur les questions climatiques, est-ce qu'il y a aussi un point qui m'intéresse, c'est aussi comment faire mieux comprendre aussi ces questions très complexes autour du climat. Et donc, je voulais savoir si vous aviez travaillé sur des corpus de vulgarisation, par exemple, scientifiques. C'est très intéressant ce que vous dites, mais je dois dire qu'on n'a pas fait systématiquement. Mais on en a parlé, on a voulu faire. Alors, peut-être on va le faire aussi, parce que je trouve ça tout à fait important. Mais je dois dire qu'on n'a pas fait jusqu'ici. Mais je voudrais aussi, j'avais une petite réponse à ce qu'avait dit Andrea, ce que tu avais dit au début, en ce qui concerne les genres de corporate genres. Et là, je n'ai pas eu le temps de mentionner ici, mais on a fait, par exemple, une comparaison entre comment ça s'appelle en français, roadmap, de Climate Change Roadmap, vous comprenez, n'est-ce pas, de la société Total et la grande société de pétrole en Norvège, Equinor. Et c'est encore plus intéressant peut-être comment ils se construisent comme des héros. Mais en même temps, incorporant des petites concessions en disant que, bon, on n'est pas explicitement comme je le dis maintenant, mais voulant dire qu'on on fait aussi partie du problème. Ça, ce sont un genre aussi extrêmement intéressant. D'accord, merci beaucoup.
Parfait. Alors là, il est 10h04. Je pense que, c'est pas Céline, c'est que tu en penses, mais je pense qu'on doit malheureusement remettre la continuation de la discussion pour laisser la place aux ateliers. Donc, je te repasse la parole. Donc, évidemment, je termine en remerciant beaucoup Kirsti pour cette intervention et pour toutes les perspectives qui sont ouvertes. J'espère que ce sera utile aussi pour les chercheurs, les chercheuses qui écoutent pour leurs recherches. Voilà, c'est vraiment des contributions importantes. Et je te repasse la parole, Céline. Moi, je voulais aussi adresser un grand merci à Kirsti pour la qualité de tout ce qu'elle vient de nous proposer et les perspectives que ça peut ouvrir pour tous chercheurs, étudiants qui l'avons écouté. Et il y avait peut-être encore une ou deux questions, mais on n'a pas le temps de le prendre, qui s'étaient posées dans la conversation. Donc, c'est vrai que nous laissons, cette conversation est pratique en fait pour prendre des rendez-vous, continuer par ailleurs les discussions entre vous si vous le souhaitez, n'hésitez pas. Je voudrais savoir si Philippe Bonfils, le président de la Société française des sciences de l'information et de la communication, est parmi nous. Oui, Céline. Ah, parfait. Donc, Philippe, nous avons sollicité Philippe parce que le groupe d'études et de recherche Communication, Environnement, Sciences et Société qui organise ce colloque, en fait, est l'un des groupes d'études et de recherche de la SFIC. Donc, on est très content et très heureux qu'il ait réussi à libérer un petit peu de son agenda pour venir parmi nous, nous accueillir en quelques mots. Et puis après, nous passerons aux ateliers. Écoutez, merci Céline. Je serai court, c'est un salut amical. Je considère finalement que vous êtes des héros, en quelque sorte, pour reprendre la thématique, d'avoir réussi à organiser cette manifestation. J'ai eu la chance de participer à l'ouverture l'année dernière. Écoutez, moi je suis ravi que vous ayez pu mener au bout ce projet. Je vois qu'il y a quand même une 60aine de participants. Alors, évidemment, c'est sans doute assez frustrant de ne pas pouvoir plus s'échanger en interaction face à face. On a les mêmes problématiques pour le congrès, puisqu'on a reporté le congrès de la Société française des sciences de l'information et de la communication au mois de juin, en espérant mettre en place une forme hybride. Voilà, donc ce que je voulais vous dire, c'est en quelques mots, tout l'intérêt que la SIC porte à ce groupe d'études et de recherche. On l'a accueilli récemment. Parce que on a, dans le cadre de la labellisation, considéré que c'est un travail très sérieux et les deux manifestations le démontrent. Donc, merci Andrea, merci à Céline de porter ce projet. Au niveau de l'ASFIC, ce qu'on va proposer, c'est une mise en ligne et donc je vous encourage à me fournir éventuellement à Fabien Bonnet, si vous pouvez le faire. Parce qu'on est en train on a la nouvelle mouture de notre site et on est en train de préparer un espace dédié pour mettre en visibilité les groupes d'études et de recherche qui seront labellisés par la SFIC. Et donc, on sera très heureux de rajouter dans les éléments, Sarah Cordonnier, qui est dans la commission communication, est en train de tout préparer en ce moment et donc elle pourra enrichir avec les dernières informations liées aux résultats de ce travail collectif que vous menez depuis hier. Voilà, puis dire aussi aux collègues qui participent qu'ils sont les bienvenus pour le congrès. Donc, le congrès de la SFIC se déroulera le 10, 11, 12 juin à l'université de Grenoble, Alpes. Et il y a un espace, un créneau réservé pour les groupes d'études et de recherche. Et donc, si vous avez la volonté de participer à cet espace-là, vous pourrez aussi, en tant qu'auditeur, participer au congrès et écouter aussi des communications qui sont sur des champs connexes, je dirais, puisqu'il y a quand même un certain nombre de collègues qui traitent ces problématiques de communication environnement au sein du congrès. La thématique étant quand même très orientée autour des territoires. Cette année, espace territoire. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite un très bon colloque. Je passe aussi un salut amical à Françoise Bernard, qui est dans le groupe d'études et de recherche et qui est la présidente honoraire de la SFIC. Et donc, ça montre le fait qu'on assure une continuité voilà, et de vrais intérêts pour vos problématiques de recherche et les objets que vous travaillez. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée.